Que pense le parti de Joseph Kabila de la coalition M23 à l'est de la République démocratique du Congo? Le PPRD existe-t-il toujours 22 ans après sa création? Où en est l'ancien parti présidentiel? Face à face spécial en direct ce lundi 1er avril après le journal de 19h. Je reçois Patrick Kanga Bekonda, rapporteur du bureau politique du PPRD. Rediffusion mardi 2 avril après le journal de minuit, après le journal de 7h. 31 mars 2002, en plein dialogue intercongolais, la composante du président de la République annonçait la création du PPRD, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. 22 ans d'un parti hier présidentiel, majoritaire en coalition avec l'AMP d'abord, puis le FCC, dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, même si je n'aimerais pas parler que de ça. Monsieur Patrick Kanga Bekonda, bonjour. Bonjour, monsieur Lusakono. Vous êtes le rapporteur du bureau politique du PPRD. Alors, les questions que tout le monde se pose aujourd'hui, le parti existe-t-il toujours? Il n'a pas participé aux élections. Il y a eu beaucoup de défections auparavant lors de la scission du FCC Cash. Il y a certains qui parlent de ralliement au M23. Je vous rassure, on ne commence pas par ce sujet, qu'on abordera ça assurément, mais plutôt par ces 22 ans. 22 ans plus tard, nous sommes le 1er avril, il est 19h45. Que retenir de ces années PPRD? Merci, monsieur Lusakono. On est en pleine période pascale. Bonne fête de Pâques. J'espère que vous les avez bien passées en famille. 22 ans du PPRD, dans 18 ans au pouvoir. C'est un engagement pour la construction de la République. Vous savez, lorsqu'on est au pouvoir en tant que parti politique, ce qui est plus important, c'est la contribution que l'on apporte dans l'édification de l'État. Et nous, en tant que parti au pouvoir, nous avons participé à l'édification de l'État par des réformes importantes. Le premier, c'est la Constitution du 18 février 2006, dont nous ne sommes pas les seuls acteurs, mais dont nous sommes les acteurs quand même majeurs de cette Constitution. Majeur avec le RCD, avec le MLC et bien d'autres. J'ai dit que nous n'étions pas les seuls acteurs. Un des 5, mais pas le PPRD. Je rappelle que vous êtes né le 31 mars 2002, en plein dialogue intercongolais, et que le PPRD n'avait pas encore démarré. Oui, et que la Constitution n'est promulguée qu'en 2006. Donc le PPRD existait déjà depuis 4 ans. Ça veut dire que nous avons porté sur les fonds baptismaux cette Constitution, d'abord, qui est aujourd'hui notre loi fondamentale, Constitution qui amène avec elle l'avènement de la Troisième République. La Troisième République qui a connu jusqu'à aujourd'hui 2 chefs d'État au travers une alternance républicaine, ce qui depuis 1960 n'avait jamais été le cas. Nous avons vécu depuis 1960 avec des conflits où il y avait un président qui venait et que l'autre partait de manière peu républicaine. On se souvient de la manière dont le président Kasavubu est pratiquement parti. Nous savons comment le président Mobutu est arrivé. Nous avons vu comment M. Laurent Désiré Kabila est arrivé au travers la révolution du 17 mai. Et on a rompu avec tout cela par le pacte républicain que nous avons inscrit dans la Constitution du 18 février 2006. Cela, c'est à mettre dans la judiciaire du PPRD également. Même si l'alternance républicaine est remise en question par certains membres de votre parti. C'est un fait aujourd'hui que cette alternance a été faite pendant que nous étions au pouvoir. Le PPRD, c'est près de 190 lois entre 2006 et 2018. 190 lois. Aujourd'hui, nous avons des structures qui existent telles que l'ARSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance. Nous avons des structures qui existent aujourd'hui dans le domaine de l'énergie, la régulation de l'énergie avec Madame Sandrine Mubengai. Nous avons le secteur de l'assurance avec ARCA aujourd'hui. Nous avons autant de secteurs pour lesquels nous avons fait des réformes. Dans le domaine de l'énergie, des banques et des finances, des mines, de la sous-traitance et plein de secteurs. Ces secteurs-là aujourd'hui ont apporté des fruits. Aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui existent au niveau de la sous-traitance, au niveau de l'énergie, au niveau des banques, au niveau des mines. Aujourd'hui, la RDC est redevenue le premier pays producteur du cobalt. C'est notamment grâce à la réforme que nous avons eu à initier sur le code minier. Réforme qui avait notamment pour but de réajuster positivement le taux d'investissement de l'État. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez
le gouvernement actuel avoir des ambitions importantes par rapport au budget de l'État, c'est notamment tributaire des recettes qui proviennent des mines, parce que nous avons réajusté positivement les pourcentages par rapport aux revenus de l'État. Donc, notre participation en tant que parti au pouvoir, c'est aussi cela. C'est toutes ces lois que nous avons fait voter, c'est toutes ces réformes que nous avons diligentées, qui aujourd'hui produisent des effets. C'est cette participation que nous avons eue au niveau de l'État. Maintenant, il y a des choses que nous avons faites. Il y a des choses que nous n'avons pas faites. Il y a des choses que nous avons peu fait. Il y a des choses que nous avons bien fait. Il y a certainement des choses que nous n'avons pas fait. Et nous n'avions pas le rôle de tout faire. Aucun parti politique, lorsqu'il est au pouvoir, vient pour tout faire. Sinon, il n'y aurait pas d'alternance. Aujourd'hui, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Après avoir été un parti de longue durée à l'opposition, aujourd'hui, ce que le peuple, parce que au-delà d'être un acteur politique, je suis un citoyen, comme tout le monde. Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est de voir ce que l'UDPS fera de son exercice du pouvoir. Pour que demain, lorsqu'elle ne sera plus au pouvoir, qu'elle nous dise que durant les 10 années, ou plus, je ne sais pas, ou moins, où j'ai été au pouvoir, voilà les actions que je menais dans le cadre de la construction de l'État. Parce que notre pays est en construction. Nous avons vécu des moments difficiles, avec la dictature, avec les crises institutionnelles, économiques vers les années 90, et la construction d'un État prend beaucoup de temps, surtout lorsque vous êtes un pays continent comme la RDC, avec 9 pays voisins qui ne sont pas toujours nos amis. Et quand on fait face à autant de défis, on doit être conscient de ce qu'on doit apporter dans l'érection de l'État. On a parlé, ou je disais dans l'introduction, 22 ans d'un parti hier présidentiel, majoritaire, en coalition dans l'AMP, puis dans le FCC. Alors, on se rappelle qu'en 2001, Joseph Kabila prend le pouvoir, en succession de son père, vous l'avez rappelé. Qu'en 2003, il se retrouve dans le 1+4, 2 ans plus tard, seulement 2 ans, mais que pendant 18 ans, il a été à la tête de ce pays, avec des coalitions MP, où on a vu le PALU, où on a vu l'UDEMO, et où on en a vu beaucoup d'autres, coalition FCC, où on en a vu encore plus, mais où, avec le FCC-CACH, la majorité de ces députés se sont retrouvés dans l'union sacrée. Alors aujourd'hui, quand on doit parler de 22 ans de bilan du PPRD, est-ce qu'on doit parler de tout ce qui a été fait, ou tout ce qui a été fait, de bon comme de mauvais, c'est aussi le bilan de ses pairs, de ses alliés, et pas seulement que de Joseph Kabila? Ben nous, on assume tout. On assume ce qui a été positif, on assume ce qui ne l'a pas été, on assume ce que nous n'avons pas pu faire et ce que nous aurions pu faire. Nous avons travaillé et jamais nous n'avons travaillé seuls. Nous étions avec le PALU, nous avions été avec d'autres partis de l'opposition dans le cadre de l'accord de la SENCO. Nous avons travaillé pratiquement avec tout le monde. Mais nous assumons parce que c'est nous qui avions le lead à l'époque de toutes les structurations politiques, de toutes les coalitions autour du président Kabila. Donc c'est vrai que souvent les gens disent 18 ans du PPRD. Même si nous n'avons jamais géré seuls, la plupart des personnes avec qui nous avons géré sont ceux qui sont aujourd'hui les sociétaires de l'Union sacrée. Mais lorsqu'on parle du bilan, c'est comme si ils n'ont jamais exercé des fonctions de responsabilité. Mais nous, on n'est pas de l'école de ceux qui se plaignent ou qui se dédouanent. On assume ce que a été notre responsabilité en tant que parti leader de la coalition politique à l'époque. Vous, PPRD, assumez. Je reçois le PPRD, je reçois donc pas, que les choses soient claires, même si c'est le président du PPRD, Joseph Kabila Kabange, du PPRD. Quelle serait la marque du PPRD que 22 ans plus tard, on devrait retenir en termes de PPRD uniquement dans la gestion de ce pays? Est-ce que c'est de ce PPRD toujours dirigé par Monsieur Ramazani Shadari, qui a été le
grand perdant de l'élection de 2018. Est-ce que c'est le PPRD de 2006-2009 avec Vital Kamerhe qui a permis au président Kabila d'obtenir sa première victoire? Est-ce que c'est le PPRD de 2011 dans un conflit ou disons dans une bataille électorale violente avec Étienne Tshisekedi qu'on a accusé d'avoir volé les scrutins? De quel PPRD parlons-nous? Quel des PPRD défendez-vous ici aujourd'hui? Nous défendons les valeurs du PPRD. Quelles sont-elles? C'est tout le PPRD. C'est ce patriotisme rénovateur, c'est ce nationalisme, c'est cet amour indéfectible vis-à-vis de la nation et de l'État, le patriotisme. Ce sont ces valeurs socio-démocrates que nous portons depuis 2002 et que nous avons implémentées dans la gestion de l'État au travers des mesures pour lesquelles nous avons bataillé pour que cela soit inscrit dans la Constitution, notamment au niveau des droits humains, notamment au niveau de l'accès à la scolarité, la gratuité de l'enseignement. C'est une disposition constitutionnelle, mais à l'époque, nous avions mis cela dans un schéma pratique avec le ministre Maker Mwangou pour que cela se fasse dans le temps. Il y a un nouveau pouvoir qui est venu et qui a décliné les choses autrement, libre à eux, mais cela a été inscrit dans la Constitution. Donc nous avons ces valeurs. Le PPRD, ce n'est pas seulement ceux des hommes qui l'ont dirigé, c'est d'abord les valeurs qui sont comprises dans les statuts, dans notre doctrine en tant que parti politique. Il y a d'autres partis qui existent aujourd'hui. Nous n'allons pas retenir ce que c'est que ce parti qu'au travers ses acteurs actuels. S'il faut parler de l'UDPS, nous avons connu les Valentin Moubaké, nous avons connu les Albert Moleka, les Albert Mavungu. Aujourd'hui, on a connu les Kabound, les Augustin Kabouya. Un parti, c'est un tout, c'est cette multiplicité, cette diversité d'individus et de personnalités. Mais c'est surtout, comme vous le dites, son essence, sa raison d'être. Ça, c'est l'essentiel. Sa raison sociale, vous avez dit, patriotisme est innovant ou innovateur. Le patriotisme, c'est la patrie en danger, les enfants s'unissent, les enfants se lèvent. Le président Joseph Kabila, en son temps, avait appelé tous les acteurs politiques. Certains n'étaient pas allés, notamment l'UDPS. C'est important de le souligner dans la discussion de ce jour. Mais aujourd'hui, l'Union sacrée, le président Tshisekedi appelle aussi à un sursaut. On n'a pas entendu, face à la guerre du M23, le PPRD où ce patriotisme est à géométrie variable. Aujourd'hui, ce n'est pas aussi important qu'hier. Non, le patriotisme, d'abord, ce n'est pas un nouveau mot. Ça n'existe pas que depuis 2019. Le patriotisme existe, il y a belle lurette dans le dictionnaire français, et je pense dans tous les dictionnaires. C'est un vieux mot, le patriotisme. Parfois, nous avons l'impression qu'il y a des acteurs politiques qui veulent nous donner l'impression que c'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut être patriote, et qu'il n'eût pas fallu l'être hier. Lorsque le président Tshisekedi proclame l'état de siège pour résorber la problématique sécuritaire à l'est de notre pays, d'emblée, sans que nous fassions une étude de la décision qu'il avait prise, si c'était nécessaire que ce soit prise, nous avons fait un communiqué, le FCC, pour soutenir les dispositions prises par le gouvernement pour lutter contre l'insécurité à l'Est. Nous l'avons fait. C'est écrit et je vais vous l'envoyer, peut-être pour vous documenter. Sous le président Kabila, il y a eu beaucoup de problèmes sécuritaires. Beaucoup. Notamment les M23 qui ont été battus sous nous. En 2019, lorsqu'il y avait la remise et reprise entre le président Tshisekedi et son prédécesseur, le président Kabila, les M23 n'existaient plus. Il y a eu beaucoup d'attaques. Il y a même eu une fois, pour les rares fois où il y a eu des mouvements armés à l'Équateur, les Enyélé, il y a même eu une fois où ils ont attaqué la résidence du président Kabila, ici, à Gélem. À moins que j'aie trop de mémoire, je n'ai jamais entendu un seul soutien de l'opposition à l'époque. C'est pour ça que vous le leur rendez aujourd'hui. Jamais. Nous, je viens de le dire, nous l'avons fait. Nous avons soutenu. Il y a un communiqué politique qui existe. À l'époque, lorsqu'il y avait des problèmes de sécurité à l'est du pays, que disait l'opposition? Eza Bajeu et Kabila, Azo Kosa,
Esaïe Moutaza, acteur et insécurité. C'est ce que disait l'opposition. Quand on leur disait à béni ce qui s'y passe par rapport aux fiches que nous recevons de nos services de sécurité, que c'était du terrorisme, ils disaient non, il n'y a pas de terrorisme au Congo. Kabila fait ça parce qu'il ne veut pas organiser les élections. Kabila organise l'insécurité parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. C'était cela les phrases qui sortaient de la bouche de l'opposition. Et si je pouvais me permettre de vous poser la question, ou de poser la question à nos concitoyens, est-ce que cette attitude-là était patriotique? Hier, Nous n'avons jamais, alors en aucun jour, nous n'avons jamais nommé la problématique sécuritaire de ce pays en disant que c'est Tshisekedi qui est le problème. On n'a jamais dit que c'était des blagues ce que nous vivions à l'est de notre pays. Nous n'avons jamais dit à Eza Bajeu et à Tshisekedi, Esaïe, c'est lui le problème de la sécurité. Parce que nous avons géré l'État et nous ne pouvons pas jouer avec les mots qui gangrènent notre État. c'est la différence que vous avez reconnue avec l'UDPS. Oui, mais le patriotisme ne doit pas intervenir que lorsqu'on gère l'État. Mais revenons. Demain, l'UDPS ne sera plus au pouvoir, parce que c'est la démocratie. Il y aura certainement une alternance. Est-ce qu'elle aura la même attitude démocratique? Nous, on est patriotes. On ne l'est pas que depuis 2018. On est né patriote, on mourra patriote. Mais parfois, on nous donne l'impression que le patriotisme est un néologisme, est un mot qui existe depuis 2018, dont les rudiments sont connus par les membres du gouvernement qui définissent qui est patriote, qui ne l'est pas, et c'est à leur dépens. On l'était et on le sera toujours. Je parle à un parti qui a été aux affaires. La différence avec l'UDPS d'hier, qui ne l'a pas été. L'UDPS a souvent été aux affaires aussi. Oui, mais quand je veux dire... À travers le patriarche Étienne Tshisekedi, ils ont plusieurs fois eu la primature. Je parle d'un parti qui a président Mobutu. présidé pendant 18 ans, vous l'avez dit, dont l'initiateur a présidé pendant 18 ans la République démocratique du Congo. Et je vous reviens avec la définition du patriotisme. Amour de la patrie, désir, volonté de se dévouer, de se sacrifier pour la défendre. Aujourd'hui, question directe. Est-ce que la patrie RDC est en danger du fait que des pays étrangers, pays et puissances économiques notamment étrangères, comme c'était le cas sous Joseph Kabila, la menacent? La patrie est en danger. Effectivement, elle est en danger parce que nous faisons peu preuve de souveraineté par rapport aux questions nationales. Elle est en danger parce que nous ne discutons pas en tant que Congolais pour résoudre les problèmes qui concernent notre pays. Elle est en danger parce que des gens tiennent des discours sans tenir compte de leur impact au niveau de la cohésion nationale de notre pays. Elle est en danger parce que la classe politique ne mesure pas ce que c'est que la RDC pour l'Afrique. C'est exactement ce que disait l'opposition hier. Aujourd'hui, le patriote que se définit, comme se définit le PPRD, le parti patriote, est-ce qu'il amène ou se dit ou se sent obligé d'amener au débat son expérience pour que le danger s'éloigne? Est-ce que l'environnement aujourd'hui permet que nous puissions discuter pour qu'une expertise quelconque soit émise? Est-ce que d'abord nous avons des personnes en face de nous qui reconnaissent qu'il y a un parti qui regorge quand même d'une certaine expertise? Nous voyons le président Macron qui a gagné les élections, qui dispose d'une majorité. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions sur des questions importantes qui concernent la France, il appelle même ses pires adversaires le Front National. Parce qu'il y va de la vie de la nation. Nous, il y a des sujets importants de la nation qu'on apprend par point de presse du ministre de la Communication. Décision telle a été prise, levée de moratoire. C'est des sujets quand même qui concernent la vie de toute une nation et qui requièrent parfois beaucoup plus de consensus et des débats. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Pourquoi nous y revenons? Il faut discuter. L'État se gère entre l'opposition et le pouvoir. Il y a comme une confusion dans la tête des gens. Ils pensent que lorsqu'ils sont au pouvoir, c'est eux qui gèrent seuls l'État et que l'opposition n'a que dire et que faire des décisions qu'ils prennent. C'est faux. Parce que les décisions qu'ils prennent seront parfois exécutées, matérialisées par ceux qui viendront après eux. Voilà pourquoi il faut élargir le champ de discussion lorsqu'il s'agit des questions majeures qui concernent l'État. Vous appelez
Donc aujourd'hui, le président Tshisekedi a rassemblé autour d'une table tous les acteurs, notamment plus experts. Non, je ne dis pas ça parce que vous allez donner à cela une connotation congolaise qui est malheureusement une connotation viciée. Et moi, je ne suis pas de cette école-là. Alors le président Tshisekedi, il a des prérogatives qui lui sont dévolues par la Constitution. Et il doit simplement les appliquer. Vous savez, celui qui va vers les autres, celui qui a la charge de veiller à l'unité nationale, la cohésion nationale. Il a juré devant Dieu, le peuple et la nation de veiller à l'unité nationale. Pas pour sa famille politique seulement, mais pour tous les Congolais. C'est une charge qui lui incombe constitutionnellement. Je n'ai pas besoin de lui dire quoi que ce soit en tant que président de la République et chef de l'État. C'est son rôle. Parce que lorsqu'il a prêté serment, il l'a dit devant Dieu, le peuple et la nation. Patriotisme égale amour de la patrie, désir, volonté de se dévouer, de se sacrifier pour la défendre. Je vais poser la même question différemment. Si aujourd'hui le PPRD et principalement le président Joseph Kabila a été invité par le président Tshisekedi pour parler de ces problèmes de la nation et que le président Tshisekedi faisait appel à l'expertise du président Kabila, vous le dites, le M23 a déjà pas été défait, mais on dira ramené à ses casernes en dehors du Congo. Si le président Kabila était invité, il viendrait ? Je fais pas de la politique fiction. Tout dépend de l'environnement. L'environnement doit être un environnement démocratique. Vous me parlez d'un parti qui existe et on va être factuel. Le secrétaire général de l'UDPS a fait une sortie médiatique pour attaquer frontalement. On va y arriver. Frontalement. On va arriver à ce sujet. Revenons à une question. On parle de patrie. Une question fiction. Moi, je vous parle de factualité parce que l'environnement, celui qui a parlé, ce n'est pas n'importe qui. C'est le secrétaire général. J'ai dit, on va revenir à ce sujet. L'actualité aujourd'hui, la question que se posent tous les Congolais. Tout le monde dit, et vous l'entendez dans les réseaux sociaux, partout, même sur cette antenne, sur Top Congo, le président Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans et il se tait depuis qu'il est parti. Les gens veulent l'entendre, veulent savoir ce qu'il pense. Le président Kabila parlait. Mais pourquoi les gens pensent qu'il ne s'exprime pas? Le président Kabila s'est exprimé sur toutes les questions majeures qui concernent ce pays. Et parfois, la question est de se poser, est-ce que pendant les 18 ans, lorsqu'il était président et qu'il s'exprimait, est-ce que les gens l'écoutaient? Il s'exprimait peu. Il s'exprimait peu. Chacun a sa nature. S'exprimer peu, s'exprimer bien. On peut aussi beaucoup s'exprimer et ne pas bien s'exprimer. Il s'exprimait, et vous êtes parmi les rares personnes qui savaient ou qui savent, qui s'expriment souvent sur les questions de l'État. Lorsqu'il fait son dernier discours d'au revoir, il parle de sa disponibilité à être au service de l'État, à être au service de son successeur. Il le dit lui-même. Donc il est disponible aujourd'hui. On peut dire qu'il est disponible. C'est pas moi qui le dis. Il parle des forces progressistes qui devaient être mises ensemble pour lutter contre les menaces externes. Il le dit. Le FCC cache. Non, le président est mort entre-temps. Le président Kabila l'a dit. Et nous étions dans une coalition. Vous savez, moi, j'étais en vacances quelque part en 2019 et personnellement, j'ai acheté deux livres, qui s'appelaient La gauche en commun. Parce qu'à l'époque, nous croyions fermement à la coalition, que ça allait être un outil de prospérité et de stabilité pour ce pays. Et les deux exemplaires étaient destinés, l'un au président Kabila et l'autre au président Tshisekedi. J'ai jamais eu la chance de le lui transmettre par l'un de ses collaborateurs, que je ne citerai pas, que j'avais appelé pour dire j'ai un livre pour lui. Mais le président Kabila a eu le sien. Il a eu le sien, mais malheureusement c'était lorsque la coalition... Oui, mais la coalition, l'explosion de cette coalition. Alors, on va pas revenir là-dessus parce qu'il y a des éléments endogènes certainement à l'explosion de cette coalition. De la responsabilité. Il y a aussi des éléments exogènes. Des gens sont venus dire que il fallait pas que les gens restent en alliance, que certains restaient sous la botte du président Kabila. Il y a eu toutes choses farfelues qui ont été dites. De part et d'autre. Pour fragiliser la coalition. Mais on a suivi le président dire que c'était un regret. Il regrettait, j'ai suivi avec Tina Salama. Plusieurs fois. Y compris chez nous à la veille de l'élection. Je pense qu'on a raté les coches. On a raté une opportunité d'avoir une complémentarité politique entre deux structures politiques qui pouvaient bien
s'unir et doter à ce pays une structure politique solide. Est-ce que c'est trop tard aujourd'hui? Mais aujourd'hui, les gens ont évolué. Particulièrement les sociétaires, les anciens du FCC, qui sont aujourd'hui à l'Union sacrée, jouant aux durs et aux extrémistes, ne voudront jamais à ce qu'il y ait une telle récomposition des choses. Mais maintenant, je suis un être humain, je ne suis pas Dieu. Le destin est l'exclusivité de Dieu, je suis chrétien, mais nous avons raté un départ. Je pense que les débats qu'il y avait au sein de la coalition n'étaient pas de nature à tuer la démocratie dans notre pays. Elles étaient importantes. Le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Et parfois, c'est pour vous sauver vous-même. On a vécu ça très récemment au Sénégal avec le président Macky Sall, qui, de manière unilatérale, a pondu un communiqué pour repousser les élections, comme ça, sine die. Et la question a été soumise à la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle a dit niet, les élections devaient s'organiser dans les meilleurs délais. Le pouvoir a arrêté le pouvoir. Aujourd'hui, il y a un jeune de 44 ans qui est élu. Mais lorsque je vois le président Macky Sall et le nouveau président, je sens que même lui, il dit « Ah, quelle bêtise j'ai failli commettre ». Ou quelle bêtise j'ai faite? J'ai faite, mais aujourd'hui... Attendez, ou quelle bêtise j'ai faite? Mais non, heureusement, la Cour constitutionnelle a empêché sa bêtise de prospérer. Voilà pourquoi on dit le pouvoir arrête le pouvoir. Parce que j'ai envie de poser ce qui se passe au Sénégal à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Quelle bêtise aurais-je commise? La question, Joseph Kabila aurait pu aussi se la poser si. Quelle bêtise ai-je commise? Est-ce qu'il se la pose aujourd'hui en voyant Félix Tshisekedi? Certains ont parlé d'alternance, certains ont remis en question l'alternance républicaine. Hein. Non, ce n'est pas une bêtise que d'avoir connu cette alternance. Ce n'est pas une bêtise que d'avoir respecté la Constitution. Ils se sont battus avec son père Mzee Laurent Désiré Kabila pour combattre la dictature. Donc, il ne regrette rien de ce passage. Ça aurait été contradictoire que ceux qui sont venus combattre la dictature installent la dictature. Le président Joseph Kabila est resté fidèle à l'idéologie pour laquelle ils se sont battus. Et c'était l'implémentation de la démocratie. Donc, il ne regrette rien de ce passage. Non, la solidification. La question c'est, il ne regrette rien de ce passage que beaucoup critiquent aujourd'hui, récemment d'ailleurs, ou la dernière fois, c'était une joute verbale entre le président Tshisekedi et le président Macron. Le président Joseph Kabila ne se reproche rien. Il se reproche pas d'avoir respecté la constitution de son pays. Maintenant, ce qu'il en advient de ceux qui gèrent le pays, c'est tout autre chose. C'est la responsabilité de ceux qui gèrent l'État aujourd'hui de solidifier la démocratie. C'est la responsabilité de ceux qui gèrent l'État aujourd'hui de solidifier le pacte républicain. Et nous espérons que le pacte est toujours de mise. C'est à eux. Lorsque un président de la République qui vient d'être nouvellement élu, il n'a pas encore nommé son Premier ministre, il n'a pas encore nommé son gouvernement. Son programme de gouvernance pour les 5 prochaines années n'a pas encore été soumis aux élus du peuple. Et nous voyons le secrétaire général de l'UDPS dire « Est-ce que vous pensez que c'est le dernier mandat du président Tshisekedi ?» C'est un manque de respect vis-à-vis du mandat que lui vient d'avoir. C'est un manque de respect vis-à-vis du peuple. C'est un manque de respect vis-à-vis de tous les Congolais. C'est pas possible de parler d'un 3e mandat alors qu'il y a un 2e mandat qui commence dont la population congolaise ne connaît pas encore ni les tenants, ni les aboutissants. Oui, mais Augustin Kabouya, puisqu'il a dit oui, a aussi ajouté, n'allait pas dire que j'ai parlé d'un 3e mandat. Dans le même discours à la foule, à l'UDPS. On va parler de cette sortie, parce qu'il n'a pas parlé que de ce 3e mandat, il a aussi parlé de vous. La question, je commençais par là, vous êtes le rapporteur du bureau politique du PPRD, c'était le parti existe-t-il toujours? Alors il y a le bureau politique, la secrétaire permanente, le président du parti qui est Joseph Kabila, mais il y a surtout absence aux élections, il y a eu les défections après la scission du FCCK, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les ralliements au M23. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le parti qui ne parle que par le truchement de son secrétaire adjoint, qui était d'ailleurs sur Top 7 ici à Top Congo samedi dernier, est-ce qu'on peut dire que le PPRD
existe encore? Le PPRD existe, la preuve, je suis bien debout devant vous en train de vous parler. Je suis un cadre de ce parti, je l'assume parce que je pense que la politique est une affaire de conviction. Il y a des gens qui ont fait le choix de partir parce que nous ne sommes plus au pouvoir. Je ne suis pas de cette école. Je pense que lorsqu'on a des convictions, on reste dans un parti quand vous êtes au pouvoir et même quand vous êtes à l'opposition. Donc le PPRD existe. Nous n'avons pas pris part aux élections de 2023. C'était un choix politique, un choix qui a été fait sur base d'un diagnostic. Et lorsque nous avons suivi, même entre eux-mêmes, les députés de l'Union Sacrée et consorts, tout le débat qui s'en est suivi, on se dit qu'on n'avait pas tellement tort de ne pas participer à ce processus. Il y a eu beaucoup de problèmes et je pense qu'à un moment donné, les acteurs politiques nous auront l'occasion d'en parler. Nous n'avons pas pris part aux élections 2023 et ça fait déjà quelques mois que nous sommes dans une nouvelle législature. Nous le constatons, c'est factuel. Mais nous avons aussi conscience qu'il y a une échéance qui se pose à nous. C'est dans 4 ans et quelques mois, c'est plus dans 5 ans. Comme en 2019, ça prend beaucoup de temps. Ça prend trop de temps. Comme en 2019, comme en 2012. Voilà, on se dit dans 4 ans et quelques mois, il y aura une échéance. Et je ne pense pas que nous avons fait le choix de faire l'opposition de carrière. On ne vient pas en politique pour faire une opposition de carrière. Nous avons fait un choix stratégique, ça nous permet de mieux appréhender les choses, et de faire un petit recul stratégique et tactique. Mais ce que je peux vous rassurer, c'est que nous ne serons aucunement absents des échéances en 2028. Alors, j'ai parlé de la défection après la scission du FCC-Cash. Beaucoup sont partis. Pas beaucoup, quelques cadres. Dont beaucoup étaient élus du PPRD. Oui. Aujourd'hui, il vous reste quoi? Le bureau politique, c'est le président du bureau politique, c'est vous. Le seul mandat du bureau politique, vous me l'avez rappelé tout à l'heure en dehors du micro, c'est le rapporteur que vous êtes. Vous êtes avec qui là-bas au bureau politique? Non, j'ai dit ça. Il y a un rapporteur. Il y a un président du bureau politique, qui est le président du parti, il y a le vice-président du bureau politique, il y a les membres du bureau politique. Le vice-président du bureau politique aujourd'hui? Le vice-président du bureau politique chez nous est choisi par session. Et quand il y a une session du bureau politique, si le président est indisposé, parce qu'il arrive très souvent que ce soit lui-même qui dirige les réunions du bureau politique, s'il n'est pas à mesure de le faire, il désigne par session le vice-président. La dernière fois, c'était le sénateur Moïse Kanga. Donc si jamais nous avons une session du bureau politique en vue, ce qui est fort envisageable, il y aura certainement un vice-président du bureau politique qui sera désigné à cette fin. Il est 20h16, nous sommes le lundi 1er avril. Le PPRD, parlons-en. Tout à l'heure, je vous posais la question de savoir s'il existe encore. Vous répondez oui, mais un parti, c'est aussi la communication, montrer qu'il existe, montrer qu'il a des positions sur tel et tel sujet, pas seulement quand il y a polémique, aussi au quotidien, dans la marche du quotidien de la République. Bien sûr. On ne vous entend pas beaucoup, mais on constate que beaucoup de vos membres font ce que le président Kabila hier disait impossible à réaliser. Ils passent à l'ennemi, comme on dira, puisque le M23 ou les proches du M23 c'est l'ennemi, l'allié c'est le Rwanda. Hier, le président Joseph Kabila montrait du doigt, comme le président Tshisekedi aujourd'hui, le Rwanda comme l'ennemi. On n'a pas beaucoup entendu le PPRD. Alors, que les choses soient claires. Est-ce que vous soutenez, est-ce que vous comprenez que les gens ne comprennent pas que vous vous exprimiez sur le fait que certains d'entre vous rejoignent l'ennemi? Le secrétaire général de notre parti adjoint, Monsieur Ferdinand Kambere, est passé plusieurs fois sur votre chaîne pour répondre à cette question. Quand vous dites plusieurs membres, c'est pas totalement exact. Plusieurs, c'est à partir de 2. Ben voilà, si on est dans l'arithmétique, oui, mais si on est dans la perception, ce serait pas très vrai parce que ça donnerait l'impression qu'il y a une migration continue des cadres du PPRD. Est-ce que vous condamnez ces migrations? C'est la question. Ceux qui sortent de la ligne du parti s'auto-excluent du parti, c'est très clair. Moi, j'ai été président de la Ligue des jeunes du PPRD. Lorsqu'il y a eu la scission entre le FCC et le CASH, il y a plusieurs jeunes que j'ai dirigés dans le cadre de la Ligue qui sont partis à l'Union Sacrée. D'autres ont été ministres, d'autres gouverneurs, d'autres sont encore en fonction aujourd'hui. Aujourd'hui, d'autres font des choix. On leur a mis conscience de rejoindre un combat que nous,
nous ne partageons pas. Un combat qui n'est pas le nôtre. Attention, on a parlé de parti patriote. Je on ne parle pas de combat, on parle de défendre la partie. Vous parlez d'un combat. Je parle d'un combat qui n'est pas le nôtre. Oui, mais le nôtre. Est-ce j'ai pas fini ma phrase. Ou est-ce une traîtrise? J'ai pas fini ma phrase. Je parle d'un combat qui n'est pas le nôtre parce que le PPRD s'inscrit dans une démarche républicaine et ça, c'est de manière irréversible. Oui, mais attention. Et quand on parle, et quand les débats à l'international, récemment sur Israël, il a été posé la question. Oui, vous allez terminer. Par rapport au Hamas, il a été posé clairement la question aux différents acteurs. S'agit-il de terrorisme ou de combat? Ceux qui ont défendu le combat ont témoigné. C'est qu'il faut dire. Vous savez, moi, je ne suis pas un homme émotif. C'est qu'il faut dire, parce que si nous ne faisons pas des bons diagnostics, nous n'allons pas apporter des vrais remèdes aux problèmes qui se posent à nous. Aujourd'hui, la problématique qui se pose est la problématique des groupes armés qui pullulent dans notre pays. Lorsque nous quittions le pouvoir, ils étaient à peu près à 50. Aujourd'hui, nous sommes à près de 254 groupes armés, locaux et étrangers, au niveau de l'Ituri, du Maniema, Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu. Locaux et étrangers. Nous avons les ADF qui pullulent et qui posent des actes terroristes au moment où nous avons les yeux rivés vers le Nord Kivu, précisément Bunagana et autres. Nous avons les Codeco. Nous avons en Ituri qui posent des actes atroces. Nous avons 254 groupes armés qui pullulent dans notre pays. Du fait du pouvoir actuel, parce que vous dites je ne sais pas. Je pense qu'il y a une politique sécuritaire pour laquelle il faut questionner. Pourquoi il y a cette résurgence de ces groupes armés? Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont été dans des groupements politiques, qui rejoignent un groupe armé que nous avons combattu, que nous avons vaincu militairement. Mais c'est là maintenant que la presse est attirée par cette question. Mais tous ces jeunes qui rejoignent les différents groupes armés, et je viens de vous faire le décompte, ils sont à 254, parfois ne bénéficient pas de la même publicité parce que n'ayant jamais œuvré publiquement dans un parti politique. Certains sont importés, certains sont importés de l'étranger. Bien sûr, j'ai dit locaux et étrangers. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons, en tant que des responsables politiques, diagnostiquer le problème. Pourquoi cette prolifération des groupes armés? Pourquoi cette déficience dans l'établissement de l'autorité de l'État? C'est là que nous devons traiter le problème. Nous devons traiter les problèmes aux causes et non aux conséquences. Quand vous traitez un problème par la conséquence, vous n'éradiquez pas le problème. Si on vous diagnostique de la malaria, on vous donne un produit contre la malaria et que vous repartez dans un environnement plein de moustiques sans prendre des mesures préventives pour éviter de nouveau d'être malade, et vous allez retomber, vous allez faire une rechute. Donc ça veut dire qu'il faut diagnostiquer, il faut identifier les causes. Et en tant que classe politique, nous devons résoudre ce problème. Monsieur Patrick Kanga, je vous pose la question de savoir si vous condamnez ces défections. Ce ne sont pas... Plutôt que de condamnation, non, les défections est un mot... en explication. Les défections... Non. Aucune condamnation, donc. Moi, je suis d'abord... Non, pas aucune condamnation. J'ai dit c'est un combat qui n'est pas le nôtre. Oui. Est-ce que vous condamnez... Le mot a tout son sens. Défection concerne plus les forces de sécurité, les forces armées. Il y a les officiers qui font défection pour rejoindre d'autres camps, des camps ennemis. Et en ce moment-là, on parle de défection. Parlons de départ, changeons ce gêne. Est-ce que c'est départ politique, est-ce que c'est départ vers d'autres cieux, pas vers d'autres cieux. Dans un parti politique, on adhère. Dans un parti politique, on adhère librement et on en sort librement. Nous ne sommes pas responsables. Je veux vous dire, monsieur Lusakweno, s'il vous plaît, j'étais conseiller politique à la présidence de la République, du président Joseph Kabila. Et lorsque nous y étions, le pays faisait face à des crises sécuritaires. Au Kasaï, parfois même à l'Équateur, à l'est du pays. Dans les fiches que nous recevions, il y avait des personnalités politiques de l'opposition, parfois qui étaient citées. Nous n'avons jamais, à moins que j'oublie, alors au grand jamais, globalisé la question. Nous n'avons jamais pris ces personnalités politiques des structures dont ils étaient membres pour dire que voilà, comme eux sont cités dans ces rapports, alors nous allons prendre globalement
toutes leurs familles politiques, les extirper, les foutre à la casse pipe. Je comprends la condamnation que vous faites. Je comprends la condamnation de l'UDPS. Et puisse retirer l'agrément, comme l'a dit le député Eliezer Tamboué, qui veut certainement entrer au gouvernement. Mais on n'a jamais fait ça. C'est pour dire que il y a des gens qui sont habilités à faire un travail minutieux de diagnostic, d'analyse et de renseignement pour ce pays. Et c'est le travail qu'ils font pour le compte de l'État. Qu'ils fassent leur travail. Monsieur Patrick Kangabe Kounda, hier vous le disiez, conseiller politique du président de la République, de ces hommes politiques qui partaient. Que pensiez-vous? Qu'ils menaient un combat? Pas du tout. Ou qu'ils étaient traîtres à la patrie? Nous pensions certainement qu'ils menaient un combat qui n'était pas républicain. Mais pas de traîtrise. Qui n'était pas républicain. La traîtrise, il faut donner son sens à cela. Moi, je parle. La traîtrise, c'est s'allier ou se lever contre sa nation. Moi, je parle d'un combat qui n'est pas républicain. Tout ce qui n'est pas républicain est antipatriotique. Et ce qui est antipatriotique n'entre pas en ligne de compte de notre combat politique. Aujourd'hui, vous condamnez l'attaque du M23 et du Rwanda. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait par écrit. Nous l'avons fait verbalement. Nous avons combattu, nous, le M23. Nous les avons combattus. Nous les avons vaincus. Dernièrement, j'ai suivi le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avec Chilombo, si vous voulez que je sois complet. C'est vous qui avez commencé. Ben oui, c'est ça. Et il était avec le ministre de la Communication, le porte-parole, mon ami Patrick. Le briefing, oui. Les briefings. Et il a dit, c'est le président de la République, il dit non, les M23 sont venus ici, c'est pas moi qui les ai appelés, c'est Kankonde, mon ancien ministre de l'Intérieur. Avant la guerre. Il était ministre de l'Intérieur il y a 4 ans. La guerre n'avait pas commencé. Moi, je relate les faits. Oui, mais bon, moi je l'ai restitué. Non, je relate les faits. C'est le travail du journaliste. Ils étaient venus faire quoi? Moi, je ne sais pas pourquoi M. Nkankonde les avait appelés. Il n'a jamais communiqué là-dessus. Avait-il informé la représentation nationale, les services de sécurité de l'époque? C'était le ministre de l'Intérieur. C'était en intelligence avec les services de sécurité? Ça, je ne sais pas vous le dire. Nous, on n'est pas les amis du M23. Ce ne sont pas nos copains. Oui, c'était par là on les a combattus. C'était par ça que je voulais terminer. Il y a des militaires qui sont morts. C'était par ça que je voulais terminer. Le général Baouma, Mamadou Ndala, recruté par le président Kabila, commandant du bataillon de l'unité de réaction rapide, le 322e bataillon. Il y a eu des Congolais qui sont morts. C'est par ça que je voulais terminer. Ce ne sont pas nos copains, nous les avons combattus. Lorsque nous quittions le pouvoir, ils n'existaient plus. C'est par cela que je voulais terminer. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui, que ce soit le président Kabila ou le PPRD, y a-t-il collusion, y a-t-il conjonction d'intérêts avec le M23, avec toutes les Rwanda et connexions politiques alliées au M23 à l'est de la RDC? Le PPRD est un parti républicain qui s'inscrit dans un combat républicain. Nous n'avons pas pris part aux élections de 2023. Nous sommes en train de réfléchir sur les futurs combats de notre parti. Vous avez dit qu'il y a plusieurs débats sur le plan social, économique. Il y a plein de questions que nous n'avons pas abordées qui concernent au plus haut point notre population. Et nous allons rester dans ce cheminement démocratique et républicain. Y a-t-il collusion, oui ou non? Il ne peut pas y avoir collusion entre ceux qui mènent une bataille républicaine et ceux qui mènent une bataille qui ne l'est pas.